Mes origines, écoutez, je suis ivoirien. Je suis né à Soubré, donc à Yakouli-Dabo, comme vous l'avez signalé, d'une famille de paysans, comme la plupart des Ivoiriens de ma génération. Mon père a été planteur, ma mère était ménagère. Les deux se sont mariés. Ma mère a épousé mon père très jeune. Mais je suis né d'une famille polygamique. Mon père avait trois femmes, mais je n'ai jamais ni été témoin, ni entendu parler d'une querelle entre ma mère et ses coépouses. Jamais. Donc, en fait, moi, j'ai grandi avec dans mon esprit euh, comme quelqu'un qui avait trois mères, parce que elles m'ont aimé d'égale manière. Et nous avons été toujours très unis, très soudés, avec des aînés qui ont marqué notre vie ou nos vies, parce que je n'étais pas seul, bien sûr, euh, nous étions 17, il y a eu énormément de décès. 17, pas de la même mère, mais de trois mères, bien sûr. Et maintenant, donc, la vie faisant, écoutez, ceux qui restent essaient de vivre autant que possible dans l'union, dans la paix, dans les souvenirs aussi de nos parents et de nos aînés qui nous ont précédés. Voilà, donc je suis de Soubré. Et pour dire un petit quelque chose sur mon père, il était il était très chrétien, très pratiquant. Ma mère est devenue par la suite chrétienne. Et puis avec ses coépouses, elles ont suivi le chemin de notre père. On a toujours eu une enfance tranquille. Aucune difficulté. Les difficultés ont commencé quand j'ai commencé à aller à l'école, mais là, c'est le lot quotidien de tous les jeunes qui, à notre époque, au début des années 60, nous sommes allés à l'école. L'école était très loin. De mon village à Soubé, ça faisait quand même une trentaine de kilomètres. Et c'était que des pistes. Mais on n'allait pas à l'école à pied à 20 kilomètres. Je veux dire, l'école, c'était à Soubré. Et à Soubré, la vie était quand même très, très, très difficile à cette époque-là. Voilà. J'ai du mal à me définir moi-même parce qu'il est difficile d'être dans la maison, à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Donc, c'est plutôt les autres qui peuvent dire Eugène est ainsi ou il est cela. Je ne sais pas. J'ai du mal à me définir. Mais comme beaucoup de monde, une des choses qui me transperce le cœur, c'est la trahison. C'est vraiment la pire des choses. Et la trahison, je l'ai vue en face, je l'ai vécue. Et ça fait mal. Mais on s'en remet par une capacité de résilience. Et j'ai puisé au plus profond de moi-même pour survivre à cela. Voilà. Ce qui me caractérise aussi, c'est que, après tout, nous vivons trop peu de temps sur cette terre. Donc, la meilleure des choses, c'est d'aimer l'autre. Voilà. La meilleure voie pour aller ensemble, c'est partager quelque chose ensemble. Donc, j'aime l'autre. J'aime l'homme. Maintenant, j'ai appris maintenant aussi à faire attention à l'homme. Oui, mon enfance à l'école primaire à Soubré, je crois que ça a façonné ma vie. Parce que à cette époque-là, ce n'est pas évidemment la vie d'aujourd'hui. Nous étions nombreux chez mon vieil oncle, qui était lui également polygame, comme la plupart des gens à cette époque. Mais en revanche, c'était une famille polygamique où la vie était difficile parce que les deux épouses étaient, je pourrais dire, quasiment ennemies. C'est exactement ce qu'on voyait dans les contes. Euh, donc, pour nous, ces neveux, ces petits cousins, on venait d'un peu partout. On habitait tous ensemble. On mangeait ensemble. On partageait peu de choses. Le peu qu'ils gagnaient dans la vie parce qu'ils travaillaient extrêmement dur. Et nous avions eu cette enfance à l'école primaire très, très, très difficile.
et on parcourait des kilomètres pour aller couper du bois de chauffe. On allait, c'était vraiment des corvées difficiles. Quand on est enfant, au CP1, CP2, jusqu'au CE1, porter des charges lourdes sur des kilomètres et le lendemain s'apprêter d'abord faire la corvée de la vaisselle, de l'eau aussi, etc. Puis ensuite aller à l'école, revenir, refaire la même chose et vous êtes 10 ou 15 à manger dans le même plat. Il fallait être solide. Il faut s'en sortir. Mais bien que ce fût difficile, j'en retiens un très, très grand souvenir, un très bon souvenir, de très bons souvenirs de partage. Voilà. L'amour des autres. Et puis, savoir aussi que gagner sa vie, c'est pas une petite affaire. Parce que mon oncle était transporteur. Il, euh, il avait deux épouses et tous les jours, il allait, il prenait les gens à Soubré, il les emmenait dans d'autres villages surtout. Mais le plus loin qu'il allait, je crois, c'était Gagnoa ou Issia ou même Daloa. C'était le plus loin qu'il y allait. Mais chaque jour, il fallait qu'il ramène de quoi manger. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas qu'il nous ait fait souffrir de lui-même, par sa volonté, non, mais c'est parce que les choses étaient rares. Écoutez, j'ai commencé par être journaliste. Je suis né quasiment, je pourrais dire, journaliste parce que c'est un métier qui m'a passionné. Quand j'étais enfant, ce que je voulais faire de ma vie, il y avait deux métiers, je crois, qui me fascinaient. Je voulais être journaliste ou avocat. Journaliste ou avocat pour défendre les gens, les plus faibles. C'était ça, ma préoccupation. Mais j'ai fini par être journaliste parce après le bac, du moins dès la sixième, j'ai eu des amis avec lesquels on a constitué un petit groupe et on a fait le journal de notre classe. Et puis, on critiquait les aînés. Bon, ça se passait parfois mal, mais bon, on était obstinés. On avait fait cela et avec le temps, ça m'a plu. Cet ami-là, même temps, j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il est devenu pharmacien par la suite. Donc, on s'est mis dans la presse très tôt. Et j'ai été aussi marqué par la Voix de l'Amérique à l'époque, avec des gens comme Georges Coulinet et autres, Roger Guy Follet, etc., etc. Bon, ensuite, les médias m'ont intéressé parce que la, et petit à petit aussi, les médias m'intéressaient parce que les questions d'actualité m'intéressent. C'est ainsi que progressivement, j'ai fini par aimer la, la presse. Et quand mes aînés sont rentrés de France, Marcel d'abord, Marcel Zadig ici, puis Bernard plus tard, bon, le sillage qu'ils ont créé, je l'ai poursuivi et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc, journaliste, puis je suis rentré à SODECI, puis à CIE où j'ai fait toutes mes classes. Hein, depuis, je suis rentré comme stagiaire, CDD, contrat à durée déterminée, pendant 2 ans. Euh, avec pas grand-chose, bien sûr. Et ensuite, je suis passé chef de service, puis j'ai été embauché, puis chef de service, puis sous-directeur, jusqu'à directeur, jusqu'à ce que je parte de là fin 2018. Ben, ce qui a marqué mon parcours professionnel, c'est vraiment la période où le président Marcel Zadikessi a construit de ses mains la compagnie ivoirienne d'électricité. Parce que lorsqu'il est devenu, il a été nommé président il a été nommé PDG de la CIE, eh bien, tout a commencé le 1er novembre 1990. Et ce jour-là, il est rentré au dispatching de l'EECI de l'époque. Nous sommes rentrés, il y avait lui, il y avait un des frères Bouygues, il y avait M. Peter Schmidt qui était un de ses amis, mais en même temps aussi patron et collaborateur par la suite. En tout cas, tout le Gotha de la SOR et du groupe Bouygues, nous sommes arrivés et nous sommes rentrés au dispatching. L'horloge qui était là, qui surplombait l'immense carte de la Côte d'Ivoire, a sonné
minuit pile. C'était le 1er novembre 1990. Donc les Européens et les Ivoiriens qui ont pris la responsabilité, la charge de la CIE, ont commencé le travail sans perdre une seconde, puisque dès que les gens ont ouvert la porte, minuit venait de sonner. C'était le 1er novembre 1990. Et ensuite, tout le reste, jusqu'au départ du président Zadi et moi-même, plus tard, eh bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est comment il a construit la CIE. Vraiment. Rien n'a compté pour lui si ce n'est la CIE. Pas même sa famille, pas ses enfants. Personne. Tout était consacré à la CIE et à la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers la CIE, il fallait voir la Côte d'Ivoire pour le président Zadi. Voilà. Le président Zadi était un oufetiste. La première, il a été marqué par le premier discours du président Houphouët-Boigny, qui a marqué l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Il avait tracé la vision, le président Houphouët-Boigny avait tracé la vision et la mission des cadres ivoiriens. Et ça, c'est resté grammé dans son cerveau. Et c'est ce qu'il a traduit dans la construction de la CIE. Donc, c'est là, à partir de ce moment-là, mais il avait déjà commencé à SODECI, qui était un peu comme son laboratoire, et maintenant il a fait dans une compagnie naturellement beaucoup plus grande, mais il n'a jamais oublié la SODECI et il a bâti la compagnie ivoirienne de l'électricité. Ce qu'elle a été, en tout cas, c'était le travail qui a été réalisé avec une équipe, parce que personne, aussi grand soit-il, n'a jamais rien bâti tout seul. Voilà. Donc, le président Houphouët-Boigny a travaillé avec des hommes de grandes compétences, de brillants garçons, qui ont fait que la CIE a eu la réputation qu'elle a eue. Voilà. Bon, il y a plein de choses que je vais taire, mais une des difficultés, c'est qu'il fallait être le frère cadet de son frère aîné. Donc, vivre dans l'ombre de Marcel Zadik ici, c'était pas facile, parce que c'était un homme extrêmement rigoureux, d'une probité, en tout cas pour moi, quasi irréprochable, d'une intégrité évidemment quasi et qui était juste, équitable, qui ne lésinait pas sur l'engagement. Donc c'était un effort quotidien. Je pourrais dire, oui, minute par minute, puisqu'à tout moment le président Zadi pouvait t'appeler. Mais pour moi, et te demander une information. Mais il faut savoir que une fois qu'il te demande une information, c'est qu'il a déjà eu 2 autres personnes qui l'ont informé sur le même dossier. Donc, il ne fallait pas plaisanter pour mentir, pour lui mentir. Il savait déjà, en tout cas. Et donc, être son frère, avec un homme pareil, il fallait mériter d'être son frère et mériter d'être son collaborateur. Et ne crois pas qu'il allait faire la différence entre toi et les autres pour que tu sois favorisé. Bien au contraire. C'est tout le contraire qu'il fallait voir. Donc, c'était difficile de marcher dans son sillage. Là, et il fallait soi-même aussi ne pas commettre d'erreur, parce que je savais que la moindre erreur que je pouvais commettre allait l'éclabousser immédiatement. Donc, pendant des années, je suis resté dans l'ombre du président Zadi, jusqu'à ce qu'il parte. Même après cela, son nom a continué de planer. C'est pour ça que j'ai une vie toujours relativement, en tout cas, discrète. Et ça m'a permis aussi d'être tempéré dans mes positions, d'être mesuré et de faire très attention. Par le passé aussi, par moments, bon, comme à l'époque, les jeunes de mon âge, j'ai été imprudent. Mais ça m'a coûté cher par la suite, donc je sais maintenant comment il faut marcher. Ben, j'ai pas beaucoup de passion, enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais la culture, je l'ai aussi reçue d'abord de par mon éducation. Je suis né au village, dans un village. J'ai grandi jusqu'à l'âge d'aller à l'école au village, et puis après, je suis parti à la ville et j'y suis retourné longtemps après. Mais c'était là, c'était le socle. Donc, dans les villages butés, vous savez, c'est la musique,
la poésie, ce qu'on appelle le Uyghur, en tout cas la culture, l'art tient une importance, une très grande importance. Donc, c'était un peu le socle de ma vie. Et puis ensuite, il y a eu l'impact, il y a eu l'influence de mon frère aîné, Bernard Zadi Zao, dont la vie et l'enseignement m'ont profondément marqué. Donc, très tôt, j'ai suivi son théâtre. J'ai découvert son théâtre très jeune aussi. Je me souviens d'une de ses œuvres, c'était Les Sofas, qui malheureusement, ça aurait été bien que la télévision ivoirienne, je fais un clin d'œil à mon ami euh, Alceni Dambélé. En tout cas, il serait bon de diffuser Les Sofas, qui pose la problématique de, de l'autonomie des États africains dont on parle aujourd'hui, dont se sont saisis les africanistes. En tout cas, toute la question est dans les soufas. Donc les soufas ont marqué aussi ma vie, parce que là, la première scène de théâtre, la première pièce de théâtre que je voyais de Bernard, c'était les soufas. Ça m'avait marqué. Ensuite, son théâtre a évolué, que je l'ai suivi. C'est vrai, par la suite, j'étais allé au Canada, donc je suivais ça de loin, mais à chaque fois, je me suis replongé dans tout ce qu'il faisait, je suivais ça. Et ça, donc, ça m'a profondément touché, ça m'a profondément marqué. Et quand je suis revenu et que j'ai commencé avec mon frère aîné, Marcel, à travailler avec lui, et il a engagé ce concept de Winnie, entraide. Donc, parce qu'il était passionné, Marcel, du développement de proximité, en tout cas de la lutte contre la pauvreté. Ça, la misère des peuples, de nos peuples, l'ont toujours touché. Donc, il a voulu faire en sorte pour que les gens, nos populations prennent conscience des difficultés dans lesquelles elles vivent et qu'elles soient capables de transformer leur environnement. Voilà, de prendre en main leur vie. Donc, il a bâti tout cela pendant de longues années et un jour, à une discussion, Bernard lui a dit, Bernard Zadi a dit à son autre aîné qu'il avait fait une belle œuvre qui pouvait être reprise, mais il lui manquait une dimension. Il a dit, mais laquelle? Il dit, mais c'est la dimension culturelle. Parce que, avait-il ajouté, l'homme ne vit pas seulement que de pain. Voilà. Et donc, Marcel a dit, bon, dans ce cas, Eugène, je pense qu'il faudra peut-être que tu réfléchisses à ce problème-là. Donc, au cours des discussions, j'ai pris ça en main. Et il m'a dit, bon, qu'il partait en France, longtemps après, bien sûr. Il m'a dit qu'il partait en France, qu'à son retour, on allait voir comment est-ce qu'on pourrait lancer un projet pour ajouter cette dimension culturelle à tout son concept de où il est, de développement de proximité, de lutte contre la pauvreté. Parce que lui, il était centré sur l'économie, sur la finance, comment créer la richesse, comment la gérer et comment la reproduire. C'était ça sa passion. Bon, mais Bernard a ajouté la dimension culturelle. Et malheureusement, quand Marcel est parti, et bien, il est revenu plutôt malade. C'est là qu'il a eu son accident assez grave. Et c'est là que je me suis dit, bon, puisqu'il m'avait confié cette mission, il faut que je donne vie à cette mission-là. C'est comme ça que j'ai créé le Didiga Festival. Donc, c'est comme ça que l'idée du Didiga Festival est née. Ben, si vous voulez, on va en reparler. Donc, voilà un peu ce qui m'a toujours passionné, la culture généralement. Et aujourd'hui, ça s'est concrétisé par ce projet-là. L'âme cassée résume un pan extrêmement difficile de ma vie. C'est-à-dire que la vie est parfois faite ainsi. Hein. Il arrive que vous vivez pendant, je sais pas, peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça dépend, 60 ans. Et puis, il arrive un moment où sur une période plus ou moins courte, ça dépend de la chance qu'on a de la vie, se concentrent les pires malheurs dans votre vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme si toutes les formes de malchance s'étaient donné rendez-vous.
Et donc, les pires choses me sont arrivées. Voilà. Alors, il fallait... Donc, il y a eu, c'est vrai, les décès de mes aînés successivement, à 1 an de différence. Ensuite, il y a eu des difficultés personnelles au plan professionnel que j'ai eues, des trahisons, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres décès, ainsi de suite. Il y a eu la maladie, surtout, terrible. Et bon, donc c'était comme une sorte de spirale, c'était une descente quasiment aux enfers. Mais jamais je n'ai abandonné. Et donc, je me suis relevé. À un moment donné, il fallait extirper tout ça de moi, de mon fort intérieur, de mes tripes. Parce que c'est pas possible de vivre avec ces souffrances-là, ces blessures-là. Et donc, c'est dans cette période-là que j'ai écrit L'âme cassée. L'âme, pas brisée, mais cassée. Parce qu'elle peut se réparer. La preuve, je suis là. C'est pour ça. Sinon, j'aurais dit l'âme brisée. Quand ça se brise en 1000 morceaux, ouais, elle est cassée, il y a une rupture. Mais c'est possible de ressouder les choses, même si ce n'est plus la même forme ou la même chose exactement, puisqu'il y a eu quand même une, une cassure. Mais elle demeure. La preuve, je suis en vie, même si je suis plus tout à fait le même. Donc, c'est comme ça que j'ai pu extérioriser et dépasser, surpasser ces moments difficiles. Mais aujourd'hui, je suis très bien, je me sens bien. Je me sens vraiment bien dans mon corps, dans ma peau, dans mon esprit, dans mon cœur, surtout. Ça dépend, ça dépend de chacun, ça dépend du lecteur. C'est une question à laquelle je réponds toujours difficilement, ça dépend du lecteur. Mais je crois que en lisant la préface du professeur Nguitia, c'est là que moi-même j'ai découvert mon œuvre sous un autre angle. Voilà. Donc, parce que quand vous écrivez un livre, après il ne vous appartient plus. Je crois que l'enseignement appartient au lecteur. Voilà. Je ne peux pas donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas capitaliser sur les, on peut, la souffrance, le, la, la souffrance, les ressentiments, la haine et l'esprit de vengeance, ce genre de choses sont négatives et elles détruisent celui qui les porte. C'est clair. Il faut les sortir et pardonner pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer sans pardonner. Voilà ce que je pourrais recommander. S'il y a une leçon à tirer, c'est ça. Parce que moi, j'ai sorti tout cela pour pouvoir pardonner. Et je me suis surpris même à prier pour ceux qui m'ont fait le plus de mal qu'ils pouvaient. Sinon, ils auraient peut-être, le plus qu'ils auraient souhaité, c'était peut-être ma disparition, mais j'ai réussi à leur pardonner. Et sincèrement, très sincèrement, je ne suis pas en train de faire une mise en scène. Voilà. Et ça, je crois que ça guérit la personne qui a souffert, ça lui permet d'avancer. Et je crois que après les choses s'alignent d'elles-mêmes et puis vous retrouvez le bonheur devant. Parce que si vous êtes positif, si vous vivez bien les choses, vous extirpez tout ça, eh bien, ça vous attire des choses positives, des choses grandes, des choses belles, bonnes. Voilà. Bon, d'abord, il faut tenir, il faut être modeste, c'est un recueil de poèmes. Et la poésie, c'est pas ce qui passionne le plus. Voilà. Encore, on peut dire qu'on a un petit espoir avec le slam aujourd'hui qui fait son chemin, son entrée. Donc, et puis un livre, quand vous l'écrivez, je pense qu'il a sa vie entière, hein. Il y a des bouquins qu'on découvre 20 ans, 10 ans, 50 ans après. Donc, l'accueil a été assez positif, mais je n'ai pas vraiment suivi le côté commercial pour pouvoir l'apprécier. Ce qu'il fallait pour moi, c'était quelque chose c'était curatif et j'ai fini de me soigner. J'avance donc. Non, le Didiga même, c'est un concept que mon frère Bernard Zadi Zaourou a, a développé, qu'il a enseigné même. Mais c'est un terme BT, donc c'est parti d'un mythe BT.
et qu'il a, qu'il a conceptualisé. Je crois que les universitaires sont mieux placés que moi pour aborder la question. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez vous interroger davantage sur le sujet, vous pouvez voir le professeur Nguetia de l'université Félix Houphouët-Boigny, Madame Soupé, qui vient d'écrire un livre près de 350 pages sur le concept de la liberté dans le théâtre du Diga de Bernard Zadizaou. C'est absolument merveilleux. Vous pouvez lui poser la question. Et donc, il y a des spécialistes du Didiga. Mais moi, le Didiga Festival, j'ai essayé de répondre à la préoccupation de mes aînés. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose que je portais en moi. Et j'en ai discuté avec deux amis, Gauze, l'écrivain, et puis Alex Kipré. Et donc, c'est ensemble que nous avons eu l'idée et que nous avons créé au départ le festival d'Idiga. Ensuite, qu'on a transformé, bon, juste que ça soit beau, en Didiga Festival. Et donc, c'est un festival qui est consacré à l'oralité, c'est-à-dire le conte, la poésie, ou plutôt aux oralités, puisqu'il y a le conte, il y a la poésie, il y a, euh, il y a oui, la poésie qui est donc le wege, et en tout cas qui est consacré à faire vivre la culture d'une manière générale, parce qu'on n'est pas centré sur la culture BT, on s'ouvre sur les autres. Et donc, on invite un peuple ivoirien chaque année. On peut aller au-delà plus tard, on ne sait pas. En tout cas, c'est un festival qui est centré sur la culture ivoirienne. Et évidemment, il faut, pour être la culture ivoirienne, mais il faut partir de quelque part. Donc, l'ancrage, c'est le pays BT, bien sûr. Mais écoutez, le festival a du succès et je pense que ça intéresse vraiment les Ivoiriens. Ça fait 5 ans maintenant, mais avec 2 années d'introduction, ça doit être en 2016-2017, je crois. Pour promouvoir le Didiga Festival, d'abord, au début, nous allions comme ça petit à petit, mais maintenant, nous avons créé une fondation, la fondation Didiga. Donc, c'est pour pouvoir bien institutionnaliser la chose. Et ensuite, la régularité, je crois, de l'organisation de ce festival, c'est pas chose facile, hein. C'est pas du tout facile. Euh, Chaque jour, c'est pas les gens qui organisent le festival. D'ailleurs, ils ne font pas que ça. Ils font leur travail. Une des chevilles ouvrières, c'est M. Christian Tidou, qui est maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un qui consacre beaucoup de temps à l'organisation du festival. Et puis, on a mis une petite équipe sur pied. On essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose qui se fasse maintenant, pas quotidiennement, mais au moins chaque mois qu'on se retrouve pour que le festival puisse être mieux structuré. Là, le week-end dernier, donc je crois le 29 juin, nous avons organisé un séminaire un atelier sur le festival pour le repenser entièrement parce qu'on se rentre dans un deuxième cycle. Le premier cycle, c'était jusqu'à 5 ans, il fallait survivre. Maintenant, on rentre dans la 5e année, il faut que ça se professionnalise. Donc, on a fait ce séminaire avec l'aide des universitaires. Nous avons travaillé toute la journée, du matin jusqu'en fin d'après-midi, pour bien structurer les choses et impliquer le village de Yakoudabou et puis des personnes extérieures pour que ce soit quelque chose qui soit tenu et qui tienne, puisqu'il y a près de 600 festivals en Côte d'Ivoire. On ne veut pas être dans le peloton on ne veut pas être dans les fonds de cale, hein. On veut faire partie des 5 meilleurs festivals du pays. Donc, on s'organise pour ça. Je crois que maintenant, on va professionnaliser la chose. En tout cas, je profite de l'occasion pour remercier Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque. Nous avons introduit notre dossier en bonne et due forme, sans intervention aucune. Elle a intervenu. Comme tous les dossiers sont regardés au ministère, mais en tout cas, elle a
fait analyser notre dossier qui a été accepté. Ensuite, aussi, il y a le ministère du Tourisme, il y a Côte d'Ivoire Tourisme qui nous aide énormément. Par la grâce de Dieu, peut-être qu'on va avoir un partenariat bientôt. Tout dépend de la suite de nos dossiers et puis de l'intérêt qui marque aussi à notre festival. Il y a Côte d'Ivoire Énergie, il y a Anaré, qui est un partenaire quotidien, et bien sûr, sans oublier nos partenaires traditionnels, la Compagnie ivoirienne d'électricité et la SODECI. Évidemment, ce sont mes origines. Bon, mais écoutez, c'est pas non plus, c'est pas un petit festival, donc faut pas non plus voir une histoire de favoritisme là. Et je n'oublie pas la fondation ATEF au maïs, Monsieur Ramzi au maïs, qui nous aide depuis le début du festival jusqu'à présent. Chaque année, il est présent. Donc, nous avons des partenaires traditionnels, nous avons des partenaires fidèles, mais quand même, on ne va pas se reposer toujours sur les mêmes. Peut-être qu'ils peuvent avoir d'autres besoins. Donc, on va essayer d'élargir tout en restant fidèles à ceux qui nous ont toujours accompagnés. Et vraiment, du fond du cœur, je les remercie très sincèrement. On porte le festival difficilement parce que financièrement, c'est lourd. Même malgré le soutien de nos partenaires, c'est pour ça que, mais ce que j'ai appris, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, on fait en sorte de pouvoir avancer, mais grâce à nos partenaires, je pense que la charge est de moins en moins lourde. Ensuite, les autres difficultés, c'est de passer les premières années de croissance. Franchir les 5 ans, c'est pas chose aisée. Il y a toutes sortes de difficultés qui viennent de est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce que le public va suivre, est-ce que le public ne suit pas. Je profite aussi pour remercier la mairie de Soubré. Le maire de Soubré, M. Traoré, nous a vraiment, il s'est engagé avec nous. Le jour où nous l'avons contacté, il a été présent, il a répondu présent et il fait, à mon avis, à lui seul, une très très grande partie du festival. Donc, il nous aide énormément aussi. C'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on a pu surmonter les difficultés qu'on peut avoir à l'avenir en grand. Maintenant, le mot de fin, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est vous remercier de l'occasion que vous m'offrez, que vous venez de m'offrir, et puis vous dire que je suis à votre entière disposition pour d'autres échanges, tout en remerciant le public. Voilà, tout ce que je peux dire. Merci.